Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct, c'est Agripan, votre émission spécialisée dans le travail de la terre, de la pêche, de l'élevage des industries animales sur Afrique Média, votre télévision panafricaine. Au sommaire de cette édition, réalisée avec le concours de Laboagri et de l'Ardic, la campagne agricole 2018. Avec nos ingénieurs agronomes, nous allons aborder de fond en comble cette problématique, en commençant bien évidemment par le choix de la sémence et les différents types de semis, la date et le calendrier des semis, la préparation des sols en fonction bien évidemment des trois grandes zones agroécologiques. En gros, nous parlerons des cultures vivrières et de rente. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, que vous pouvez également réagir en composant les numéros qui vont s'afficher dans quelques instants au bas de votre écran pour apporter votre contribution ou pour apporter des compléments d'information. Alors, qui sont-ils nos invités ce soir? Vous les connaissez. Nous allons commencer par Emmanuel Gezeko, qui est ingénieur agronome, un homme de terrain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les Africains, bonsoir Liu Roger. Et heureux d'être parmi vous encore aujourd'hui. Voilà. Et juste à vos côtés, quelqu'un qu'on présente plus, le roi du bio d'Afrique, Jean-Pierre Yvelé, bonsoir. Bonsoir Liu Roger, bonsoir aux téléspectateurs. Président Bernard Djonga, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Jean-Pierre et bonsoir Liu Roger. Voilà. Alors, on va démarrer cette autre édition d'Agripan en commençant par de petites questions. La toute première, je voudrais la poser à Emmanuel, qui va certainement ce soir d'entrée nous édifier sur le rôle fondamental de la matière organique dans l'agriculture durable comme biologique. Alors, vous avez la parole. Oui, Liu Roger, j'aimerais d'abord recadrer un peu le rôle de la matière organique dans le sol. Maintenant, s'agit-il d'un sol destiné à l'agriculture biologique ou un sol destiné à l'agriculture durable? Non, je dirais dans tous les sols. Parce que en dehors de l'agriculture biologique, en dehors des agricultures durables, on peut aussi avoir de l'agriculture conventionnelle. Et quel que soit en fait le sol auquel on a affaire, ou bien le système de culture, ou bien le système, enfin, le concept dans lequel on se retrouve, la matière organique est toujours absolument importante. C'est quoi la matière organique? En fait, il y a le monde vivant, il y a le monde minéral. La matière organique est généralement caractérisée par ce qu'on appelle le carbone organique. Donc c'est ça qui définit la matière organique. Vous savez, par exemple, le gaz carbonique a du carbone, mais ça c'est du carbone minéral. Bon, maintenant, quelles sont les sources de matière organique? Les sources de matière organique, la première source de matière organique, c'est la matière végétale. Donc seules les plantes vertes ou quelques microbes, bactéries ont la capacité justement de synthétiser de la matière organique à partir des matières minérales que sont l'eau et le gaz carbonique par exemple. Maintenant, quel est le rôle fondamental de la matière organique dans un sol? En fait, il faut dire que si votre sol a moins de 3% par exemple de matière organique, votre sol ne peut pas être absolument très viable. Et la matière organique donc a pour rôle fondamental d'augmenter la capacité de rétention en eau du sol. Je prends un exemple. Si vous prenez un peu de compost et que vous sec, que vous essayez d'humidifier, vous allez voir que vous allez mettre une très grande quantité d'eau dans ce compost avant de réussir à le mouiller. Et une fois qu'il sera mouillé, s'il faut encore la sécher, vous verrez que ça prendrait encore plus de temps pour dessécher. Donc, la matière organique a pour rôle, a un rôle d'augmenter la capacité de rétention en eau d'un sol. Premier rôle. Cette rôle de capacité de rétention en eau est très nécessaire justement dans un contexte où nous évoluons avec le changement climatique, où de moins en moins les pluies sont régulières. Imaginez un peu qu'un sol soit mouillé et qu'il n'y ait pas de la matière organique à l'intérieur. En fait, quelques semaines après, le sol sera complètement desséché et la plante va souffrir. Par contre, si votre sol a assez de matière organique pendant qu'il a plu et qu'il y ait une période d'intervalle sans pluie encore, votre sol va garder quand même une capacité de rétention en eau
pour nourrir, pour continuer d'alimenter la plante. Ça, c'était le premier rôle. Le second rôle qu'on peut aussi attribuer à la matière organique et qui est un rôle très, très nécessaire. En fait, je le dis souvent, il est quasi inutile d'apporter les engrais chimiques dans un sol si on ne s'assure pas que ce sol a un certain niveau, soit de matière organique, dans ce qu'on appelle la capacité d'échange cationique. C'est-à-dire, en fait, la capacité d'un sol à emmagasiner les éléments chimiques qu'on lui apporte pour restituer à la plante par rapport à sa croissance. Ça, c'est le rôle de la matière organique. Il est démontré que la matière organique a plus de 100 fois la capacité de rétention des éléments minéraux par rapport, par exemple, aux argiles les plus actives. Et ça, peut-être un jour, on va un peu revenir sur ce qu'on appelle les argiles actives, parce qu'il y a deux types d'argiles dans le sol fondamentalement. Les argiles qui ont la capacité aussi justement de retenir des éléments minéraux une fois digérés dans le sol, libérés dans le sol, et les argiles qui ont cette très faible capacité. Malheureusement, les sols tropicaux ont des argiles de type caolinite qui ont une faible capacité d'échange cationique, contrairement aux sols tempérés. Et le dernier point par rapport à la matière organique, ou l'avant-dernier point, c'est aussi cet apport en fait, en éléments chimiques. Et lesquels éléments chimiques sont nécessaires pour la croissance des plantes. Voilà. Nous allons revenir tout à l'heure lorsqu'on va parler de la préparation des sols pour les semis. Alors, Président, vous vouliez dire quelque chose pendant qu'Emmanuel expliquait? Non, Emmanuel me perd un peu, parce que j'aurais souhaité qu'Emmanuel parle en français simple. Simple, facile. Quand il dit agriculture biologique, agriculture conventionnelle, agriculture durable, mais il faut qu'il dise ce que c'est. Même matière organique, c'est quoi? Oui, c'est-à-dire le paysan qui nous suit, il ne peut pas comprendre. Je dis même le mot matière organique. Il ne sait pas ce que c'est. Peut-être. Oui, pour être plus précis. Peut être plus précis, ou alors pour simplifier. En réalité, la matière organique sont de deux origines dans le sol. Soit l'origine végétale, soit l'origine animale. Voilà les deux sources principaux de matière organique. Par rapport aux végétaux, ça peut être les résidus de récolte, ça peut être les matières qu'on a rassemblées pour faire du compostage, par exemple. Ça peut être donc je peux défricher, les racines, même mon champ, je récupère les herbes pour en faire une matière organique. Tout à fait. Ça peut mettre les racines en fait des présentes cultures qui restent dans le sol et qui vont se transformer en matière organique. Il y a l'autre source essentielle de la matière organique, c'est les animaux. Ici, c'est les déjections, c'est les carcasses, c'est les animaux en décomposition, en fait, ou bien les microbes même qui sont dans le sol et qui ont un cycle de vie. Après, ils vont mourir et se retransformer en fait en matière organique. Voilà un peu. Quand est-ce qu'un paysan sait que son sol a besoin de matière organique? Question très essentielle, président. En fait, là vous me permettez de faire un peu cette comparaison entre les zones tempérées et les zones tropicales. Mais nous allons y revenir là, parce que nous allons y revenir parce que là, d'accord, ça me rassure. Nous allons y revenir tout à l'heure, ce qu'il faudra parler de la préparation des sols pour les semis. Alors, Jean-Pierre, il est question pour vous de nous parler, bien évidemment, de cette réglementation qui n'est pas encore en vigueur en matière d'agriculture biologique. Oui, c'est un grand sujet, un sujet préoccupant. Nous sommes en Afrique en général dans un contexte où l'agriculture biologique fonctionne dans la plupart des pays avec une réglementation qui n'est pas africaine. Quand je dis qu'il n'est pas africaine, je veux dire qu'il n'est pas adapté au contexte agronomique africain et qu'il n'est pas adapté aux réglementations africaines. Et c'est là qu'il y a un petit souci. Le souci, c'est de travailler avec un cahier de charge qui n'a pas de grande représentation dans l'environnement où les produits sont faits. Et le fait que la situation soit ainsi pénalise en fait la vulgarisation de l'agriculture biologique. Parce que finalement, s'il est établi qu'il y a des producteurs biologiques volontaires, des producteurs biologiques passifs involontaires, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du bio, mais sans forcément avoir souscrit un cahier de charge, simplement parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter des produits chimiques de synthèse. Alors, cette situation fait que finalement, les produits biologiques d'Afrique sont peu et mal valorisés.
C'est pour cela qu'il y a urgence à doter les pays d'Afrique avec une réglementation spécifique adaptée. Nous avons au niveau mondial une grande organisation qui s'appelle la Fédération mondiale des mouvements d'agriculture biologique qui est basée en Allemagne et qui a à son sein beaucoup de membres issus des pays africains, mais et qui a déjà travaillé depuis pratiquement une quarantaine d'années à mettre en place une réglementation biologique adaptée aux pays africains. Mais cela n'est pas encore opérationnel pour les opérateurs économiques des pays d'Afrique qui souhaiteraient exploiter cette réglementation mondiale pour asseoir des projets d'agriculture biologique qui soient bien compris par leurs employés d'abord, par les institutions des pays où ils se trouvent, par les consommateurs des pays où ils se trouvent, parce que, je répète, l'agriculture biologique ne doit pas seulement produire des produits pour les marchés lointains, mais elle doit absolument s'évertuer à produire des produits pour les marchés de proximité, que sont nos principales villes, Lagos, Nairobi, Douala. Il faut qu'il y ait un mouvement d'agriculture biologique locale qui s'intéresse bien à cette façon de faire. Et c'est là que le déficit de réglementation adaptée est un frein à l'émergence et au développement de ce mode de production qui a un grand potentiel et qui aujourd'hui mondialement reconnu comme la meilleure alternative à la chimie de synthèse par rapport au rendement, à la qualité des produits, aux maladies qui sont liées aux polluants persistants systémiques qui se trouvent dans les produits alimentaires qui ont été pulvérisés par des produits chimiques. Oui, Président. Oui. J'ai une question que j'aimerais poser à Jean-Pierre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, on peut avoir une idée? Quel est l'état de l'agriculture biologique aujourd'hui au Cameroun? Parce que pour quelqu'un qui nous écoute, moi-même, je me pose la question de savoir quelle est l'ampleur de la pénétration de ce produit ou bien de cette technique culturelle ici chez nous à l'heure actuelle. Y a-t-il une demande? Constitue-t-elle une opportunité d'affaires pour ceux qui veulent se lancer? La réglementation, oui. Est-ce qu'elle est connue? Bref, celui qui nous suit, moi le premier, se pose des questions sur l'agriculture biologique, la place que ça occupe chez nous aujourd'hui, au Cameroun. Bon, d'abord, je voudrais dire à Bernard que chez moi, c'est l'Afrique, c'est pas le Cameroun. Oui, voilà. Donc, en tout cas, c'est l'Afrique. Voilà, donc nous sommes sur une chaîne panafricaine, et donc chez moi, c'est l'Afrique. Si je considère que chez moi, c'est l'Afrique et pas le Cameroun, l'agriculture biologique connaît des fortunes diverses selon les latitudes, les différentes latitudes où on se trouve en Afrique. Notamment, nous avons un grand mouvement d'agriculture biologique en Afrique de l'Ouest qui est assis d'ailleurs sur une réglementation nationale qui est la deuxième réglementation mondiale en matière d'agriculture. Il s'agit de la réglementation d'agriculture biologique des pays d'Afrique de l'Est, voilà, où il y a dans un pays comme l'Ouganda une importante quantité de terres arables agricoles certifiées biologiques, d'où sont produits des produits qui servent pour le marché local ougandais et une partie est exportée sur le marché international. Nous avons après l'Ouganda des initiatives intéressantes sur le Kenya, mais moins importantes que sur l'Ouganda. Après, nous irons du côté du Cameroun, où nous avons la chance d'avoir un mouvement pionnier dont je suis l'un des instigateurs, qui a démarré dans les années, on va dire 88, avec le projet que j'avais mis en place avec mon ami Jean-Martin Tétang. Donc ce projet a fonctionné jusqu'en 93, où il y a eu la réglementation européenne qui est rentrée en jeu. Et de 93 jusqu'à maintenant, on ne travaille qu'avec le règlement de l'Union européenne, ce qui est, à mon avis, pas très intéressant pour nous au niveau du développement de cette agriculture. Mais oui. Je m'excuse d'insister, Jean-Pierre. Oui. Qui peut le plus, peut le moins. Oui. Est-ce que pour le cas du Cameroun, Oui. est-ce que l'agriculture biologique constitue une opportunité qui est saisie par des producteurs à l'heure actuelle? J'en venais justement. L'agriculture biologique est une très grande opportunité.
Je crois même que c'est la meilleure des opportunités parce qu'elle n'intervient pas simplement pour l'agriculture. En fait, c'est un mouvement qui intéresse certes l'agriculture, mais intéresse également l'environnement de production, intéresse également l'environnement humain, c'est-à-dire la santé des consommateurs. Et c'est une opportunité très importante parce que finalement, quand on observe le Cameroun, si on peut prendre cet exemple, il s'agit d'un pays aux potentialités énormes, c'est-à-dire des cours d'eau, des saisons sèches et des saisons de pluie entrecoupées, comme si on avait fait exprès, juste adaptées pour différents cycles de production, des zones agricoles correctement réparties, un bord de mer important. Enfin, je ne sais pas si, pour moi qui ai voyagé dans énormément de pays dans le monde, je ne sais pas s'il y a un pays qui regorge autant de potentialités que le Cameroun par rapport à cette agriculture-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si Jean-Pierre va y revenir, lui, Roger. Alors, est-ce qu'actuellement, puisqu'on parle de campagne agricole, est-ce qu'actuellement, un producteur qui veut se lancer dans l'agriculture biologique aura, en termes de quantité, en termes de diversité, les semences biologiques dont il aura besoin? En tout cas, Président, cette question, je retiens cette question. Elle va être posée tout à l'heure lorsqu'on va aborder la question des semences et du choix des semences. Mais pour l'instant, on va parler également de la banane plantain. Et là, ça c'est un sujet qui vous intéresse, Président Bernard Djongan. Vous sortez d'une formation, d'un séminaire, vous avez initié des jeunes, des agriculteurs comme ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture à la multiplication de cette plante. Alors, comment cela s'est passé? Est-ce que vos séminaristes ont été bien outillés pour se lancer? Bon, dit qu'on a initié, non, je dirais non. Vous savez, au niveau du SAIL, Service d'appui aux initiatives locales de développement, nous avons développé 2 modes de formation, moi je dirais de formation alternative, qui n'est pas classique, de formation des producteurs. Le premier mode que nous avons développé, c'est ce que nous avons appelé la formation des paysans par les paysans, chez les paysans. Alors, le principe est tout simple. Si vous voulez vous exercer à l'élevage des poules pondeuses, par exemple, vous pouvez vous adresser à nous. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve un éleveur de poules pondeuses qui est en activité. On négocie avec cet éleveur votre séjour chez l'éleveur qui est en activité. Là, vous acceptez de jouer le manœuvre chez cet éleveur pendant 1 à 2 mois. Dans cette période-là, vous participez entièrement à l'activité de cet éleveur. Forcément, vous apprenez. À l'issue de votre apprentissage, vous vous engagez, quand on vous accompagne dans l'installation de votre exploitation, et le producteur chez qui vous étiez, il accepte de vous accompagner, de vous rendre visite de temps en temps par rapport à votre activité. Ça, c'est la formation des paysans par les paysans et chez les paysans. Ça marche, ce mode. Le second modèle, c'est ce que nous avons appelé les journées d'information. Alors, de quoi s'agit-il? On choisit un thème technique, on annonce la tenue de ce thème, pardon, on identifie les producteurs pratiquants de ce thème, on les invite lors de la journée d'information à partager leur expérience avec l'ensemble des personnes qui se sont inscrites à cette journée d'information. Partagent leur expérience et répondent aux questions. Alors cette fois-ci, la journée dont vous faites allusion, l'activité dont vous faites allusion, ce n'était pas la formation des paysans chez les paysans, non. Donc c'était une journée d'information qui avait pour thème comment produire les plants de bananiers par la méthode PIF. Ça a eu lieu donc le 16, et tenez-vous bien, on était très surpris. Il y avait 200 personnes qui étaient inscrites, la salle était pleine à craquer, et pendant 4 heures du temps, on a discuté à la pratique. C'est-à-dire, il y a la partie théorique, après on se retrouve en l'extérieur, et on explique et on montre comment on multiplie les semences de bananiers, on obtient les semences de bananiers à partir de la méthode PIF. C'est ce qui s'est passé. Voilà, vous parlez de la méthode de PIF. Moi, je voudrais bien voir, c'est-à-dire qu'on enlève le rejeton sur le bananier plantain, ou alors comment ça se passe? Non, on n'enlève pas le rejeton. Ah, ouais. C'est-à-dire, on isole le bas du bananier. Vous avez la mère front, c'est-à-dire au bas du bananier. On l'isole complètement.
je n'utilise pas les termes techniques qu'il faut. C'est-à-dire, on obtient donc cette base du bananier. On le traite normalement et on le place en germoire. La position dont on l'a placé en germoire et le traitement et la tenue permet aux bourgeons de se développer. Et c'est ces bourgeons qui se développent en quantité industrielle. Je ne sais pas si vous imaginez. Oui. C'est ces bourgeons qu'on détache délicatement et qu'on transplante dans la pépinière. Les œilletons. Voilà, Jean-Pierre me donne le mot. Les œilletons. C'est ça qu'on place. Donc, c'est une forme de multiplication qui permet d'avoir, en un temps record et à travers cette méthode, une multitude de rejetons qui permet d'aller au champ. Jean-Pierre connaît plus. Oui, moi, je voulais juste ajouter oui, Jean-Pierre. De telles initiatives qui sont très intéressantes mériteraient d'être filmées, n'est-ce pas? On a fait un film, oui, tout à fait. Et mis sur la toile. Parce qu'il faut vulgariser. Parce que, du coup, en mettant ça sur la toile, en diffusant cela, on permet à des milliers de personnes d'avoir accès à la technologie. Et donc, comme ça, on va démystifier la technologie qui est finalement simple et qui peut permettre, avec simplement quelques rhizomes de bananiers, de faire d'immenses champs, etc. Alors, maintenant, je voudrais quand même dire ceci. Le PIF, c'est bien, mais il y a quelque chose de très important que nos agriculteurs ne font pas sur la banane et qui, finalement, permettrait de changer la quantité de bananes qu'on met dans le marché. Les agriculteurs cultivent la banane sans jamais faire de suivi de œillotonnage, c'est-à-dire d'enlever les œillotons qui poussent à la base et qui font que les bananiers donnent des touffes sauvages où le pied mère est entouré de plusieurs pieds dont on ne maîtrise plus le rôle, la fonction. La fonction du pied mère est de porter le régime de banane. Et immédiatement à côté de lui, il y a le pied fille qui doit succéder au pied mère lorsque le bananier est à maturité. On peut tolérer 1 ou 2 rejetons selon les situations. Mais lorsque vous voyez dans les villages d'immenses touffes qui indiquent qu'il n'y a pas suivi de la culture de bananier, peut-être parce que la technologie n'a pas été diffusée. Donc après, maintenant, vous voyez en même temps les mêmes bananiers avec des feuilles qui sont défraîchies, des feuilles qui ont été atteintes par la cercosporiose, qui est un champignon qui décime les bananiers dans les régions où l'humidité de l'air est importante, parce que c'est l'air qui diffuse ce champignon. Alors on voit là que si la feuille du bananier n'est pas verte et belle, et qu'elle est atteinte de cercosporiose, que personne n'a enlevé, la photosynthèse est compromise, donc la nutrition minérale du bananier est compromise, donc ça va donner un petit régime de banane qui finalement va faire pitié. Donc alors que la technologie banane est une technologie simple qui peut permettre de limiter n'est-ce pas, la dépendance vis-à-vis des importations d'aliments finalement avec une valeur énergétique, parce que la banane a une forte valeur énergétique, plus forte que le riz. Mais malheureusement, comme cette technologie n'est pas vulgarisée, alors les gens continuent à manger du riz. Au lieu de prendre 1 ou 2 bananes. Voilà, Président, on continue pour la formation avant qu'on ne... Oui, parce qu'avec votre permission pour la formation, il faut quand même que je donne une adresse. Parce que pour avoir assisté à la journée d'information dont il a été question le 16, j'ai vu combien de personnes, après la formation, à travers les réseaux sociaux, ont demandé qui à Douala, qui à Bertois, si on pouvait aussi envisager cela chez eux. Donc il est important qu'ils donnent l'adresse de la structure, le CDDR et le CEF, vers qui s'orienter pour avoir de plus d'informations. Pour avoir non seulement d'informations, mais aussi pour avoir de la documentation sur une journée que vous avez loupée. Alors, vous prenez le numéro 677 67 69 31. Je répète, le 677 67 69 31, c'est le numéro du CDDR. Ou bien, il y a encore plus facile à retenir, le 699 41 41 41. Donc, à l'un de ces numéros, vous avez la possibilité de bénéficier des enseignements de cette journée d'information, soit à travers une documentation, soit en négociant. Parce que dans le cas, si vous êtes à Douala, par exemple, vous pouvez être à l'origine d'une journée à Douala, pourquoi pas à Bertois, etc. Voilà. Donc c'est important de noter ces numéros. C'est important de noter donc ces 2 numéros et je suis sûr que nous allons revenir
sur la banane plantain tout à l'heure. Peut-être que vous voulez dire quelque chose, Emmanuel, avant qu'on a... Je voulais corriger ce que Jean-Pierre a dit tout à l'heure par rapport à l'énergie du riz et de la banane. En fait, le problème du riz et de la banane, c'est quoi? Si vous avez 3 tonnes de riz à l'hectare et que chaque kilogramme de riz vous donne 3000 kilocalories, ça fait, on va dire, 9 millions de kilocalories que vous avez à l'hectare. Par contre, une banane qui donne seulement 10 tonnes à l'hectare, c'est qui est même très faible parce qu'en bio, la banane peut donner peut-être jusqu'à 20 tonnes à l'hectare. On l'a fait au Sénégal. Les 20 tonnes à l'hectare multipliées par 1600 kilocalories seulement. En fait, vous voyez, c'est presque 30 millions de kilocalories qu'on a à l'hectare par an. Et du coup, exact. Et du coup, donc, la banane est plus intéressante que le riz, par exemple. Voilà, là, vous apportez un complément d'information. Encore que, bon, juste pour ajouter, oui. quand on parle de banane, je veux dire ça pour un peu titiller Jean-Pierre, pour qu'il me corrige. Parce que d'expérience, ceux qui s'investissent dans la culture du bananier plantain, avec pour objectif de gagner, donc une activité lucrative, bananier plantain, je pense que quand on dépasse un seuil, je parle le seuil d'un hectare par exemple, si vous n'avez pas une méthode d'irrigation, il sera difficile que vous puissiez entrer dans vos coûts. Tôt ou tard, vous serez obligé d'abandonner. Parce que si vous ne dépendez que du calendrier agricole, chaque fois que vous aurez une bonne production, et Dieu sait que vous en avez, vous ne serez pas le seul à avoir une bonne production. Vous allez vous retrouver sur le marché nombreux avec une bonne production et les prix vont baisser. Voilà, et nous permettre de manger. Donc le système d'arrosage, quel que soit ce que ça vous coûte, ça vous permet de vous planter sur le marché lorsque le bananier plantain est rare et forcément vous gagnez plus. Voilà. Alors, en parlons maintenant de cette campagne agricole. Certainement, on va revenir sur les sujets que vous avez déjà évoqués. Alors, Président, quand on parle de campagne agricole, les gens se demandent, ceux qui ne sont pas des agriculteurs, ou même ceux qui sont des agriculteurs se demandent c'est quand, ça commence à quel moment précis, etc. Une question vachement intéressante. Parce que ce qui s'est passé cette année nous donne matière à réflexion. Exactement. Vous avez remarqué que cette année, bon, généralement, commençons par la généralité. Généralement, dans les 3 régions que nous avons citées, vous avez remarqué qu'on a parlé de 3 régions. Dans ces 3 régions, c'est-à-dire le Grand Sud, la campagne agricole commence au mois de mars, disons le 15. Donc, en principe, la pluie qui autorise les semis, c'est la première pluie qui tombe après le 15 mars. Si la pluie tombe le 16, tombe le 21, tombe le truc, c'est cette pluie-là qui autorise le semis. En visant cette pluie comme ouverture de votre campagne, juste l'angle du semis, parce que la campagne peut aussi commencer par la préparation du sol, mais prenons le semis comme début de campagne. Vous devez viser la pluie qui tombe après le 15 mars. Mais cette année, on a eu les pluies à partir du 20 février. On a eu les pluies à partir du 20 février. Quelques pluies rares. Mais vers la fin du mois de février, mais les pluies qu'on a eues, on n'avait jamais eu ça depuis des années. En termes d'intensité. Et en termes d'intensité, la quantité d'eau. La hauteur d'eau et la durée de la pluie. Donc il y a la hauteur d'eau et la durée de la pluie. On n'avait jamais eu ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, et c'est ce que nous avons eu à expliquer aux gens à Yaoundé pour cette année-ci, nous avons demandé aux producteurs qui n'avaient pas les moyens, qui avaient les moyens justes pour la semence, de ne même pas tenter de semer avec ces premières pluies, qui ne veulent pas semer. Parce que c'était un risque qu'ils prenaient. Parce que si vous semez après la pluie qui tombe le 1er mars, même si cette pluie dure, il tombe depuis le 1er jusqu'au 5 mars, il n'est pas sûr que vous aurez les pluies après le 15 mars. Donc vous risquez de semer après connaître une période de sécheresse qui détruit votre semence et vous oblige à recommencer lorsque les bonnes pluies arriveront. Donc si vous n'avez pas les moyens pour pouvoir recommencer, parce qu'on dit recommencer, vous imaginez si c'était le maïs, que vous êtes engagé avec 20 kg de maïs à l'hectare. Vous perdez les 20 kg de maïs parce que vous avez pris un risque. Si vous n'avez pas les moyens de pouvoir retrouver 20 kg, c'est mieux d'être sûr qu'on est dans la pluie qui tombe après le 15 mars avant de pouvoir s'aimer. Par contre, si vous avez les moyens, et c'est ça l'opportunité qu'à la fois on déconseille de saisir,
mais aussi on encourage à saisir. Si vous avez les moyens, toute pluie qui tombe après le 1er janvier, vous pouvez s'aimer. Vous prenez un gros risque. Mais attention, au bout du compte, vous pouvez avoir la chance d'avoir le maïs actif. Donc le maïs qui tout à fait, qui entre en maturité, lorsque les autres sont encore en train de biner en champ. Et là, sur le marché, vous vendez extrêmement cher. Oui, c'est pas lui, Roger, c'est ça que tu me comprends. Très bien, Donc, très bien. Voilà un peu le jeu, ce qui se passe. Et j'ai pris l'exemple du maïs. Vous pouvez l'appliquer à toutes les autres cultures. Ça peut être les arachides, ça peut être le haricot, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer. Donc il y a un risque qu'il faut prendre. Mais le risque ne se prend qu'en fonction des moyens dont on dispose. Voilà. Alors Jean-Pierre, vous avez pris des notes, c'est comme si vous voulez souligner. Emmanuel? Non, ça va. Voilà, tout à l'heure on a parlé des grandes zones. Si ça va. Non, je voulais quand même en rajouter. Oui. Parce qu'il y a quand même un sérieux problème qu'il va falloir qu'on évoque. C'est un problème, une responsabilité qui, pour la plupart de nos pays, incombe à l'État. Quand je prends le cas du Cameroun, avec votre permission, il n'est pas normal que certaines semences soient rares sur le marché, tel le cas du semence de maïs. Ça, c'est d'un. Vous ne pouvez pas aller sur le marché, choisir qui les semences hybrides, qui les semences composites, qui les semences tout venant, en quantité voulue. C'est pas normal. Et le maïs, c'est la semence la plus vulgaire. C'est la semence la plus facile à produire et à conserver et à livrer. Si vous appliquez la même chose, vous avez besoin. Prenons le cas des arachides. Prenons le cas du macabo, prenons le cas des ignames. Donc, il n'existe pas d'endroit où un producteur peut se lever et dire voilà, je vais à tel endroit pour trouver les semences dont j'ai besoin en termes de qualité, en termes de quantité suffisante. Ça n'existe pas au Cameroun à l'heure actuelle. Je dis bien en termes de diversité. Donc, j'insiste là-dessus. Parce qu'il n'est pas normal, j'ai toujours de la peine. Quand à Yaoundé, je vois un producteur qui quitte Akonolinga, qui paye le transport pour venir acheter les semences de maïs à l'IRA de Colbisson. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et pour acheter quelle quantité? 5 kilos de semences de maïs à Colbisson, qui sont à 120 km de Yaoundé, un chef-lieu de département. Donc il n'existe pas dans ce département, à 120 km de Yaoundé, un magasin où les producteurs peuvent trouver, en termes de quantité, en termes de qualité et en termes de diversité, les semences dont ils ont besoin. Lui, Roger, je suis désolé, c'est pas normal. Voilà. Ce n'est pas normal. J'ai parlé d'Akolunga, et si vous allez alors plus loin, vous comprenez donc que ça devient extrêmement difficile. Et il n'est pas aussi normal, on ne le sait pas très souvent, dans l'arrière-pays, vous avez de plus en plus de producteurs qui n'ont absolument pas de semences en période de campagne. Ils n'ont pas de semences. Donc, tout ce qui leur passe par la main, ils plantent. Et comment vous voulez qu'on ne soit pas là où nous sommes? Donc ça, il y a un problème. Et par rapport à ce problème, la responsabilité ne peut être que celle de l'État. Ce n'est pas un opérateur privé qui doit s'engager à pouvoir chercher à alimenter l'arrière-pays en semences, en termes de diversité et en termes de quantité. Mais c'est également une opportunité d'affaires, président. C'est-à-dire qu'un opérateur économique ou alors un ingénieur agronome qui a ses moyens pouvait créer quand même. Voilà. Oui. Cette situation que décrit Bernard, nous l'observons dans la grande majorité des pays d'Afrique. Oui. Et cette situation prévalait également dans certains pays d'Asie où je fais allusion à la Malaisie, à l'Indonésie, où nous avions des opérateurs économiques chinois qui ramenaient la semence pour faire cultiver aux indigènes d'Indonésie, de Malaisie ou de Thaïlande et récupéraient le produit à la fin en leur laissant la quote-part pour la nutrition, pour tenir le coup. Mais si on revient chez nous, là où ce n'est pas tout à fait normal cette situation, c'est d'observer que malgré le potentiel
que cette affaire de semences n'ait pas interpellé les décideurs institutionnels. Mais ce n'est pas parce que ça ne les a pas interpellés qu'il n'y a pas la possibilité de considérer que c'est une opportunité d'affaires, que de s'investir là-dedans. Et s'investir comment là-dedans? Parce que j'ai toujours, à l'époque où nous faisions ici des émissions spéciales sur la semence, où nous déplorions l'absence de conservatoires de plasma germinatif dans nos régions, et nous déplorions le fait que les semences soient même quelquefois pillées, quelquefois abîmées, parce qu'il faut que les paysans se réapproprient la technologie de multiplication de semences. C'est pour cela que, outre le fait de donner de la semence, de subventionner de la semence hybride, composite ou tout venant à des paysans, il serait 1000 fois plus intéressant de vulgariser les technologies de multiplication de semences, de vulgariser les technologies de conservation de semences et de rendre les paysans maîtres de leurs semences et de faire un transfert de connaissances techniques sur la multiplication des semences vers d'autres espèces à multiplication sexuée qui existent, vers les espèces à multiplication végétative qui existent, et qui finalement sont très très intéressants pour nous lorsque nous parlons d'agriculture. Parce que celui qui n'est pas maître de sa semence, il n'est même pas question qu'il puisse rêver un jour de faire une agriculture compétitive, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur les process de transformation de semences et rendre tous les agriculteurs fabricants, producteurs de semences, parce qu'ils ont la technologie. Il s'agit d'une technologie simple. Chaque espèce doit être protégée, les fleurs doivent être protégées à un moment donné, ainsi de suite. Et puis la conservation qui est fondamentale pour ne pas tuer le germe en conservant les semences dans des températures non adaptées pour certaines espèces. Il faut y aller. Donc, je pense que c'est donc une opportunité d'affaires importante pour ceux qui ont de la ressource financière et qui ont envie de s'investir. Il faut être pratique, sans vous couper, faire des propositions. Alors, il faut avoir des semences importantes, pas certifiées, parce que déjà avoir des semences, parce qu'il faut avoir des semences, avant de commencer à prendre des semences certifiées ou homologuées, il faut à peu près combien pour avoir une très bonne quantité de semences de maïs? Parce que là, en termes d'argent, oui, bien évidemment. Voilà. Donc, je pense que quelqu'un qui veut démarrer un projet de semence avec 1 million de francs CFA, c'est-à-dire 1 500 € par là, il peut tout à fait le démarrer parce que finalement, au départ, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Si vous savez que des semences, par exemple, on prend un truc, le gombo, par exemple. Le gombo qui est un aliment très riche en fer, très bon pour les personnes sous-nutries, un aliment qui est connu, qui pousse sous nos latitudes et dont le cycle végétatif est court, c'est-à-dire 3 mois, 4 mois pour certaines espèces. Vous prenez le gombo, vous allez faire de la semence de gombo sur un quart d'hectare. Mais si vous voyez la semence que vous produisez sur un quart d'hectare, c'est énorme. Et donc, en fait, finalement, toutes ces choses-là sont accessibles et pas spécialement chères. Vous investissez 1 million de francs CFA, vous pouvez, en l'espace de moins de 6 mois, avoir 1 700 000, 2 200 000, tout dépend du type de semence que vous choisissez. Des espèces. La tomate, par exemple. Voilà. Vous imaginez le prix d'1 kilogramme de tomate, c'est énorme. Vous faites, ça va changer peut-être d'activité. Alors, mais là, Président, lorsqu'on parle des semences, on parle des particuliers qui peuvent s'y lancer, mais on peut également proposer, dans le cas de la tomate, des pépinières. Non. Non. Il veut dire qu'en fait, ce que dit Louis Roger, il est en train de dire qu'on peut imaginer qu'au lieu de produire une semence graine, on peut développer une activité de pépiniérie, de quelqu'un qui élève des plants de tomates en motte, on appelle ça des plants en motte ou des plants dans des sachets, et qui va les revendre, y compris pour les familles qui en ville, ont l'open terrain, ont un balcon où on peut faire pousser quelques tomates, un petit jardin, quelques céleri, quelques persils. Biologiques,
biologique si possible, pour ne pas ingurgiter la tonne de pesticides qui sont pulvérisés de manière abusive sur les tomates qui sont distribuées en ville. Parce que la tomate, ça se mange à toutes les sauces. On a vu récemment un film sur le business de la tomate en Chine. Il y a peut-être 2 ou 3 mois, on a vu ça. On a vu que toutes les tomates qui partaient de Chine étaient reconditionnées quelque part au Ghana et quelque part en Italie et étaient redistribuées aux Africains qui mettent de la sauce tomate avec du riz partout. Et finalement, cette tomate était une tomate, c'était un succédané de tomates. C'est-à-dire, il y avait un peu de tomate, mais il y avait surtout de la poudre de soja, de la poudre de maïs, un colorant rouge, et pour mettre un produit à la portée des Africains pauvres, alors qu'ils n'en ont pas besoin. La tomate est une plante en C4, c'est-à-dire elle a 4 molécules de carbone. Et la tomate, c'est une plante adaptée à nos contrées. La tomate est originaire des tropiques américains, avant de migrer un peu en Europe et de repartir de l'Europe pour le reste du monde. Alors vous imaginez une plante adaptée à notre microclimat pour laquelle nous sommes totalement dépendants d'exportation de produits frelatés pour la nutrition de nos concitoyens. C'est vraiment... Bon, avant de revenir au président, c'est incroyable. Oui, quand on parle de tomates, on va sourire. Ça m'interpelle réellement parce que mon mémoire porte en fait sur l'évaluation des variétés de tomates dans les conditions agroécologiques de Douala. Ça, c'est Ngodi Bakoko en 1997 que pour la première fois, j'ai mis en place plusieurs variétés de tomates pour essayer d'en sélectionner celles qui étaient adaptées aux conditions d'humidité élevée et de salinité qu'on a ici à Douala. Et je pense, pour une fois, j'ai obtenu, avec réussi à isoler une variété qui faisait 24 tonnes à l'hectare à Douala. Ça, c'est énorme. Quand on sait que dans les zones comme Fumbot, où la tomate était une culture traditionnelle, on est rarement arrivé en fait à 12-13 tonnes à un moment donné. Et après, l'environnement s'est complètement dégradé au point où, sur des essais à Fumbot, moi j'ai obtenu les 3-4 tonnes de tomates à l'hectare. Donc, bref, pour revenir à la problématique de la semence en général, et ça aussi, je suis un peu choqué de temps en temps quand j'entends appuyer trop sur la semence, alors qu'à la base, il y a des éléments, en fait. Pour moi, n'est-ce pas, quand il faut améliorer le rendement d'une culture, je pense que, à mon avis, le matériel génétique vient après, pas avant. Oui, président, je le dis bien. Je dis, n'est-ce pas? J'ai toujours pris justement l'exemple du maïs. Prenons le maïs, président. Si le président d'Akolinga opère sur un sol qui a 4,7 de pH, qu'il apporte n'importe quoi à ce sol, il ne va jamais dépasser pour une semence qui a un potentiel génétique de 4 tonnes à l'hectare. Qu'il apporte n'importe quoi à ce sol, il ne va jamais dépasser 1,5 tonne à l'hectare dans ce sol. Donc, ça veut dire qu'il aurait pu commencer par améliorer en fait l'environnement de production avant de penser à la semence. Je vous ai dit, j'ai fait un essai en 4 années à Fumbot, où la première année, j'ai eu 2,6 tonnes de maïs à l'hectare. La seconde, j'ai eu 3,6 tonnes. La quatrième, 4,2 tonnes et 4,3 tonnes, troisième et quatrième année. Avec la même variété, je le précise. Mais avec une bonne préparation de sol. Maintenant, on va revenir présent, allez-y. Emmanuel, oui, président. Je suis d'accord avec toi à 100%. Oui. Mais ce n'est pas ça le sujet. Parce que le sujet est le suivant. Oui. On a l'habitude de dire, si vous voulez mesurer l'importance qu'un pays accorde à son agriculture, regardez sa politique sémencière. Et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que avec agricole, avec grand A, oui. agro-silvo, regardez sa politique sémencière. C'est capital. À condition que tous les paramètres soient maintenus à un niveau. C'était notre problème. Là, je dis, mais là, c'était notre problème. Voilà. Vous voyez, parce que un pays qui a une volonté de développement, surtout le cas de nos pays en Afrique, qui a une volonté de développement, ne peut pas laisser que ce soit les autres qui gèrent ces semences. Même si c'est des privés, ça doit se faire sous le contrôle de l'État. L'État doit mettre en place des structures qui maîtrisent ce qu'on appelle généralement les semences de base. C'est-à-dire les semences à partir desquelles les multiplicateurs travaillent. La question qu'on a pu poser à Jean-Pierre, parce que à quoi sert-il justement de dire on va multiplier, en fait les gens vont multiplier la semence alors qu'il n'y a même pas une production de base quelque part. Voilà. Donc tout part de là. C'est le problème que les agriculteurs ont aujourd'hui.
Tout à fait. Tout à fait. C'est les problèmes que les producteurs ont aussi aujourd'hui. Et je continue à dire que ce n'est pas normal que dans presque tous nos pays d'Afrique noire, qu'on n'ait pas une politique sémencière qui soit imbattable. J'ai connu des cas terribles au Niger. Vous imaginez qu'au Niger, les paysans sont battus, malheureusement, pour importer une fois de plus 2 conteneurs de semences de pommes de terre. Ils ont stocké ces semences. Et voilà que la même année, la FAO a doté les producteurs de la région, a envoyé gratuitement d'autres conteneurs de pommes de terre. Donc vous voyez un pays qui non seulement dépend de l'extérieur par rapport à ces semences, mais ne contrôle même pas en termes de qualité de quantité les semences qui entrent. C'est du n'importe quoi, ce n'est pas possible. C'est clair. Donc en réalité, tel que le problème est posé, tel que je pose le problème, c'est de dire, normalement, il n'est pas admissible que dans un pays qui se dit agricole, qu'on ne maîtrise pas ce qui est semence. C'est clair. Et vous allez remarquer que depuis qu'on parle de semences, c'est toujours avec beaucoup de facilité qu'on parle du maïs. Mais parlons du macabo. Mais parlons du taro. La pomme de terre, effectivement. La pomme de terre. Le taro est en train de disparaître à l'ouest. Je ne sais pas si vous le savez. Tout à fait. C'est Une vrai. région où le taro lui-même est une culture, est un plat qui entre dans la tradition. C'est ma culture. Mais ce qui fait ce plat est en train de disparaître. Tout à fait. Mais il n'y a personne qui Et aucun travaille chef sur- traditionnel ne lève le petit doigt. On va d'abord le standard prendre Daniel. Daniel qui nous appelle depuis le Canada. Daniel, bonsoir. Du Mexique, autant pour moi. Daniel, bonsoir. C'est Daniel depuis Mexico. Ouais, en Mex- fait, j'avais jamais participé enfin, je n'étais jamais intervenu sur Agrippan. C'est une émission assez intéressante parce qu'aujourd'hui, c'est un jour férié ici et donc je profite pour suivre toute la journée Afrique Média. Et en toute sincérité, j'aimerais vous encourager parce que j'ai seulement le temps pour les suivre les fins de semaine. Et j'aurais bien aimé également suivre le week-end Agrippan, sincèrement. Et j'aime vraiment les interventions des panélistes. Et c'est une belle émission, en fait. Parce que, bon, en fait, je suis surprise parce que j'appelle seulement pour vous encourager. Et puis, bon, voilà, pour vous encourager. Et puis, bon, toutes mes félicitations à Afrique Média. Vraiment, je vous encourage et on garde le contact. Je vais commencer à suivre cette émission. Elle est vraiment, vraiment enrichissante et vraiment merci bien. Au revoir Voilà. et bon début de semaine. Au revoir. Merci Daniela depuis Mexico. Voilà. On va revenir donc, peut-être il faut retourner au standard. Ah, Monsieur Demba Traoré, Traoré qui nous appelle depuis le Burkina Faso. Bonsoir Traoré et bienvenue. Monsieur Traoré. À l'animateur. Oui, je suis à l'appareil. Voilà. Vous êtes à l'antenne, allez-y, on vous Vous me écoute. recevez? Allez-y, on vous écoute. Donc, c'est bien Traoré à l'appareil. Merci pour ce que vous faites. À la suite de Daniel de... Je voudrais remercier tous les panélistes pour cet immense travail. Voilà, juste pour nous remercier les panélistes pour ce travail. On va prendre un autre appel au standard avant de nous donner la parole au président. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Vous déclinez votre identité et puis vous prenez la parole. Allô? Ok. Il y a quelques petits soucis. Oui, bonsoir. Oui, allez-y. Oui, j'appelle pour l'émission qui passe actuellement là. Oui. Vous êtes à l'antenne. Je voudrais savoir. Je m'appelle Kwaya Djoko René, je suis au Cameroun, je suis dans la ville de Nkonsamba. Le président vient de dire quelque chose qui m'a édifié là. La perte du taro là, quelles mesures peut-on prendre pour pouvoir reconquérir, pour pouvoir avoir le taro là au Cameroun et surtout dans la zone de l'Ouest comme il disait. Et moi je suis basé dans le Mungo, en Nkonsamba, dans la ville de Baré-Bakem.
on a vraiment faim et on ne sait pas quoi faire. Vu que les engrais que nous utilisons même ne sont pas nourrissants pour le sol. Voilà. Le président... Et je remercie Afrique Média pour tout ce qu'il fait pour nous, surtout dans la zone du Mongo. Nous sommes derrière vous. Bonne continuation pour l'émission. Merci. Merci et nous vous rappelons également que vous pouvez nous inviter à faire des images dans vos plantations pour agrémenter l'émission. Et là, je parle sous le contrôle du président Bernard, qu'il confirme parce que parfois, les gens demandent, mais on ne vous voit pas dans les champs, on ne vous voit pas à gauche et à droite. Donc là, vous confirmez que nous aurons désormais des images des agriculteurs dans les champs. Hein? Jean-Pierre, pour nous profiter, Emmanuel. On va rester au standard. Voilà. Alors, président, comment faire donc pour que le taro revienne en quantité et en qualité sur le marché? Oui, on va développer cette question sur le taro. Disons, je ne sais pas si on nous écoute par moment, mais les auditeurs, au moins, on peut les citer à témoin. Et ça fait 2 ans que sur ce plateau, nous nous plaignons de ce qu'aucune mesure n'est prise pour protéger les semences et des variétés de très grande valeur qui sont aujourd'hui en disparition. Qui étaient en disparition. On avait cité le cas du maïs. Je rappelle toujours que dans la région de l'Ouest, partout au Cameroun d'ailleurs, par le passé, il y avait cette variété de maïs que lorsque vous le mettez au feu, à 50 mètres, il y a ce parfum. Il y a ce parfum, on sait qu'on a dégagé. le griller du maïs. Et c'était extrêmement parfumé, extrêmement sucré. C'est une variété. Sans engrais, sans organisation. Il y a 2 ans que je disais une variété en voie de disparition. Mais j'ai bien peur qu'aujourd'hui, c'est une variété qui a disparu. Ouais. C'est la même chose pour les arachides. Donc, la maladie du taro dont on parle à l'heure actuelle à l'Ouest, c'est la même chose. Ça fait 5 ans. Qu'on a cette cercosporose, je ne sais pas comment Jean-Pierre appelle ça. C'est des trous sur les feuilles et ça réduit substantiellement la production des tubercules. Et les gens se sont plaints. Mais au niveau de la recherche, il n'y a aucune initiative qui a été engagée pour faire une recherche par rapport à cette maladie. C'est ce que je répondrai à l'auditeur de tout à l'heure. Ce n'est pas à notre niveau, ce n'est pas au niveau d'un opérateur privé de pouvoir prendre ça en main. C'est une responsabilité de l'État de mettre en place les moyens et de la méthode, puisqu'on a des infrastructures pour ça, pour pouvoir sauvegarder ces variétés qui sont en voie de disparition. Et rien n'est fait. Donc c'est un cri d'alarme que je lance là présentement. Le président, oui. C'est que vous parlez toujours des pouvoirs publics. Et pourtant, on se rappelle que tous les dimanches, dans des grands maquis, on trouve des grands opérateurs économiques qui viennent chercher cet aliment prisé. Alors pourquoi ne pas attirer leur attention sur la nécessité, n'est-ce pas, de pérenniser cette culture que de tout voir les pouvoirs publics? Non, il y a un gros problème. Chez nous, on n'a pas réussi à développer cette culture de relation entre le privé, je ne sais pas, entre le privé, j'essaie de voir en Europe, parce que bon, Jean-Pierre est mieux placé pour expliquer cela. Quand on voit les semences de Monsanto, les semences qu'ils font aujourd'hui, c'est des privés qui ont réussi à mettre en place des centres de recherche hyper équipés, hyper performants. C'est des privés qui l'ont fait. On n'a pas réussi à faire en sorte que ici, chez nous, des structures privées s'intéressent à la recherche, à une recherche qui permet de gagner, puisque le privé, les hommes d'affaires, ils veulent gagner, ce qui n'est pas une mauvaise chose en tant que tel. Mais le domaine de la recherche, c'est un domaine où on gagne 4 fois plus. Mais il faut investir des gros moyens, il faut être patient. Nous aussi, aujourd'hui, nous achetons les semences des gens qui ont breveté, que ce soit des semences animales ou bien des semences végétales. Il faut le reconnaître. Donc, il y a ce vide-là. Et c'est une volonté de l'État d'accompagner même la dynamique vers le sens où on a des structures privées qui prennent sur eux de créer des centres de recherche pour développer des variétés qu'eux pourront commercialiser plus tard. Ça n'existe pas. Et c'est ça qui fait problème. Donc je suis d'accord avec vous que dans les maquis, on trouverait volontiers des hommes d'affaires qui consomment ces plats, qui se plaindraient du fait que ce plat risque de ne plus être consommé demain parce que ça sera rare, qui seraient même prêts à mettre les moyens pour pouvoir sauvegarder ces espèces. Mais il faut qu'il y ait un cadre. Ce n'est pas leur domaine. Il faut qu'ils en soient informés. Vous voyez? Donc c'est ça le véritable. Il faudrait également qu'ils se rapprochent des ingénieurs agronomes que vous êtes. Ils n'ont pas intérêt de se rapprocher. Ce n'est pas leur champ d'affaires. C'est-à-dire on doit créer un contexte de sorte qu'ils soient emballés dans un mouvement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si.
Voilà. Alors, vous ne parlez pas que du tarot présent, parce que la dernière fois, nous parlions également des condiments qui entrent dans la fabrication de cette sauce très prisée et que certains condiments... Non, mais c'est ça le problème. Quand vous prenez le cul, par exemple, Voilà. vous prenez la sauce jaune, les 14 ou bien les 17 condiments qui sont utilisés dans ces sauces, vous avez, sur les 14 condiments, vous avez 12 condiments qui font l'objet de cueillettes. C'est-à-dire on ne les cultive pas. Ils font l'objet de cueillettes. Et c'est ça la nature, c'est ça la richesse de la nature. C'est-à-dire, dans chaque région, les populations s'adaptent aux épices et autres qui naturellement poussent dans cette région-là. C'est le cas de l'Ouest avec la sauce jaune et ses condiments, avec le cul et ses condiments. Or, aujourd'hui, vu l'importance que ces plats prennent aujourd'hui, on ne devrait plus être à attendre la cueillette. On devrait déjà avoir réussi à mettre en place des systèmes de production de ces semences, ne serait-ce que pour les sauvegarder. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas et c'est dommage. C'est dommage. Et c'est pour cela que, bon, je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil sur les 40 mesures du CRAC. Bon, c'est pour cela que dans ces 40 mesures, nous mettons en avant un ensemble de dispositions qu'il faut prendre pour rattraper ce temps perdu. Si on peut encore rattraper, c'est-à-dire rattraper ces semences, ces espèces qui sont en voie de disparition dans notre environnement alimentaire. Voilà. On va prendre au standard M. Sekou, qui nous appelle donc depuis le Canada, certainement pour poser une ou deux questions et pourquoi pas pour apporter des compléments d'information. Bonsoir M. Sekou. Oui, bonsoir monsieur. Merci de prendre mon coup de fil. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui n'est pas camerounais de venir s'installer au Cameroun et de faire, d'acheter des terres pour faire l'agriculture? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, parce que chez moi, il ne pousse rien, c'est du désert total. C'est vrai. Alors, une fois installé, est-ce qu'on pourra bénéficier du support des techniciens pour nous aider? Parce que moi, je n'ai pas vraiment une grande idée de comment l'agriculture fonctionne. Est-ce que j'aurai du soutien technique quitte à payer? C'est pas grave. Aussi, est-ce qu'il y a des subventions pour les non-camerounais pour l'achat de matériel agricole sur place? Et voilà, c'est ça, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment à vous, M. Sekou. Monsieur Fotabon nous appelle depuis le Cameroun. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, vous êtes à l'antenne. Je voudrais connaître quelque chose sur nos engrais dont nous utilisons aujourd'hui. Oui, allez-y d'un trait. Oui, parce que il y a de cela, je suis un vieux planteur. Oui, les engrais que nous utilisons depuis, je n'ai plus ça sur le terrain maintenant. Ces engrais ne sont plus fertiles. Hein? Alors, est-ce que... Ces engrais ne sont plus fertiles. Nous ne savons pas quoi faire. Vous mettez les engrais au champ. Jusqu'après 3 mois, le champ reste comme ça. Il n'y a aucun changement. Bon, cette société qui fabrique les engrais, qu'est-ce qui se passe exactement? Il ne va pas dans nos engrais. Voilà, alors si ce n'est pas une indiscrétion, est-ce que vous pouvez donner le nom de l'engrais que vous utilisez pour permettre à nos ingénieurs de mieux vous édifier? Voilà, il est parti. Alors, président, 2 questions avant qu'on ne retourne au standard. Pour le premier intervenant, je veux le rassurer pour dire que dans la loi foncière camerounaise et dans les dispositions qui sont en train d'être prises à l'heure actuelle au niveau étatique, il y a bien la possibilité à un investisseur étranger d'acquérir les terres et de produire ici au Cameroun. Bon, la procédure qui est mise en place, très souvent, il faut s'adresser au niveau du ministère de l'Agriculture. À ce niveau du ministère de l'Agriculture, on va vous demander de présenter un business plan. C'est ce qu'on fait avec les Chinois, ce qu'on fait avec les Japonais et autres. Alors, on va vous demander de présenter un business plan. Et à travers votre business plan, vous allez exprimer ce que vous voulez produire et la quantité de terre dont vous avez besoin. Vous déposez votre dossier. Le dossier sera transmis au domaine. Le domaine, ça dépendra aussi de la superficie que vous demandez. Il faut savoir que si vous dépassez 50 hectares, l'adhésion doit venir de la présidence de la République. Donc, vous déposez normalement votre dossier.
vous remplissez les conditions qu'on demande. On ne cherchera pas demain à savoir, pour pouvoir vous accorder les terres, on ne cherche pas à savoir si vous êtes burkinabé, nigérien ou bien chinois. Non. Je pense que l'analyse du dossier, ça suffira pour pouvoir vous donner les terres. Ce que l'État veut, cherche à s'assurer de votre sérieux et à s'assurer que l'investissement que vous allez faire devrait d'abord bénéficier aussi à la production et à la consommation locale. Ça, c'est un peu les exigences qu'il y a pour répondre à cette première question. Non, pour les subventions, il n'y en a pas. Il n'y a pas de possibilité de subvention à l'heure actuelle mise en place. Oui, sauf que il y a... Voilà, effectivement. Oui. Donc, déjà, il y a quelques projets. Voilà. Si vous vous lancez dans le domaine des pommes de terre, par exemple, dans la zone agroécologique où on fait les pommes de terre, vous allez bénéficier de l'encadrement technique du projet pommes de terre qui existe dans cette zone. Et dans le cadre de ce projet, il y a des subventions qu'on accorde, il y a aussi les semences et autres choses, des facilités qu'on apporte aux producteurs. Tout à fait. Bon, évidemment, comme disait Emmanuel, il y a aussi le fait d'exonérer les douanes et autres de certains équipements et produits agricoles que vous allez importer pour pouvoir lancer votre exploitation. Donc, pour me résumer, c'est faisable qu'un étranger puisse avoir les terres au Cameroun. Et la dernière question, Emmanuel, support, sur les engrais. Non, déjà sur le support, il a posé trois questions. Le support des techniciens par rapport... Oui. Pourquoi pas En tout cas, vous êtes disponible, Labo Agri est là pour ça. Labo Agri est là pour ça. Voilà. Labo Agri est là pour ça et nous allons mettre sur le contact de Labo Agri pour permettre donc à ceux qui voudraient vous appeler directement. Maintenant, par rapport... Je voulais dire un mot. Bon. Vous n'avez pas fini, Président. Non, vas-y, parce que je voulais dire un mot dans la suite de la première question. Parce que la semaine, pas plus tard qu'on est aujourd'hui lundi, c'était vendredi. Non, c'est pas vendredi, c'était samedi dans l'après-midi. Il y a un diplomate qui est de la République centrafricaine qui a demandé de rencontrer Labo Agri. C'est moi qui l'ai rencontré. On a beaucoup discuté. C'est quelqu'un qui veut investir massivement pour préparer sa retraite en République centrafricaine. Bon, on a discuté, c'était très intéressant. Je profite pour le dire ici parce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient avoir ce genre de préoccupations et venir vers Labo Agri. Bon, la première chose sur laquelle on a beaucoup discuté, c'était l'opportunité de se lancer dans l'agriculture en allant à la retraite. Parce que ce que je lui ai dit, la retraite se prépare quand on est jeune. Ce n'est pas quand on est vieux, surtout dans le domaine agricole. Ce n'est pas quand on est vieux qu'on prépare sa retraite dans le domaine agricole. Tout à fait. Ça se prépare quand on est jeune. De telle sorte qu'on ira en retraite quand on trouvera déjà son champ en production. Si c'était des arbres, si c'était je ne sais pas quoi. Par exemple, les avocatiers. Les avocatiers, par exemple. Surtout les arbres fruitiers. Oui, parce que un bon verger. Tout à fait, tout à fait. Tu vois, vous ne pouvez pas imaginer comment c'est agréable d'aller en retraite lorsque la première chose à faire comme tâche sera de cueillir les fruits, de voir les fruits et de pouvoir les goûter. Ça, c'est très, très récréatif. Mais si vous allez là encore pour être à creuser les trous, pour planter les arbres, vous n'êtes pas sûr. Dans 15 ans, vous serez peut-être mort. Vous allez mourir sans goûter à une mangue ou à une orange. Oui, je laisse la parole à Jean-Pierre. Emmanuel voulait parler aussi. Avant que Jean-Pierre ne prenne la parole, allons donner la parole à Pierre. Pierre qui nous appelle depuis EDEA, c'est au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Pierre, vous êtes à l'antenne. Ah bon, Pierre est parti. Après Pierre, Jean-Pierre. Vraiment, je voudrais ici, par rapport aux différents sujets qui ont été abordés, rappeler le rôle de la communication positive pour les métiers de l'agriculture. Je crois que nous ne travaillons pas assez à valoriser nos métiers et l'agriculture est toujours perçue comme quelque chose d'ingrat. Et c'est pour cela que la plupart des personnes qui pourraient même s'intéresser à ça de manière valorisante ne s'y intéressent pas. Et on s'étonne après qu'on a le terreau qui manque, etc. Nous ne connaissons même pas les propriétés nutritionnelles de la plupart des aliments qui sont dans notre environnement et qui sont capables d'apporter un plus économique, un plus santé, un plus social et sociétal intéressant pour tous ceux qui sont dans cet environnement. Nous ne connaissons pas. Et on ne va pas chercher ça. Alors, comme nous avons souvent beaucoup, les moyens manquent, c'est ce qu'on dit. Mais nous pouvons, au niveau des institutions publiques, développer une fiscalité, enfin une parafiscalité qui permette, n'est-ce pas, de capter à l'entrée des pays africains un tout petit pourcentage des ressources, des importations des produits alimentaires
pour réaffecter dans les filières porteuses dans chaque pays africain où il y aurait quelque chose d'important à valoriser et pour lequel il y aurait un avantage comparatif intéressant dans ce pays-là par rapport au reste du monde. Parce que tous les pays ont leurs particularités. Nous avons le karité, nous parlons du macabo, du taro, de l'igname, du mil, du millet. Toutes ces cultures, du sorgho, du caroube, enfin, toutes les cultures sont utiles. Mais malheureusement, nous avons un regard qui est un regard pas très professionnel sur les questions agricoles. Et c'est ce regard-là qu'il faut changer pour mettre l'agriculture à niveau et commencer à faire des choses intéressantes. Et puis alors, moi j'aurais tendance à dire, vu les potentialités qu'il y a, il ne faut pas faire jouer un très grand rôle aux institutions publiques par rapport à l'agriculture. Les institutions publiques continuent à garder leur fonction régalienne, leur fonction d'encadrement pour qu'il n'y ait pas trop de désordre et que la santé humaine soit préservée. Mais il faut que cette affaire de recherche et de développement de l'agriculture soit entre les mains de groupes privés qui vont donc exploiter cela pour le bien-être des populations. Mais il faut savoir que si vous remettez entre les mains de groupes privés les questions de recherche sans les encadrer, vous allez vous retrouver dans des problèmes comme ceux que vivent les Occidentaux avec les OGM, où au départ on a dit il fallait un principe de précaution à respecter pour ne pas lâcher dans la nature des aliments qui à terme pouvaient être porteurs de problèmes. Bon, on n'a pas écouté. On a quand même, par rapport à l'appât du gain, certains grands groupes ont lancé dans le marché mondial des aliments qui étaient cancérigènes et qui des OGM. Alors, maintenant qu'il est établi que ces OGM sont cancérigènes, d'abord, premièrement, nous, pays moins développés, nous devons absolument éviter d'aller vers cette technologie pour laquelle on n'a pas la parfaite maîtrise. Et puis maintenant, tout faire pour développer vraiment la grande palette alimentaire que nous avons et qui est aujourd'hui sous-valorisée parce qu'il y a un vrai déficit de mobilisation pour les valoriser, aussi bien du côté du secteur public que du côté des institutions privées. Voilà. On prend Pierre qui est en ligne. Jean-Pierre, après Jean-Pierre. On va prendre Pierre DDA. Bonsoir, une fois de plus. Bonsoir, monsieur. Voilà. Vous appelez depuis EDEA au Cameroun. Oui. J'appelle pour réagir par rapport à... Oui, j'appelle pour réagir par rapport à la... Il disait qu'il est en zone d'exercice. Il peut voir s'il peut... Déjà, moi, je suis agriculteur et voilà. Avec lui. Voilà, quelques petits soucis avec votre liaison. On va... Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Pourret. Ah, monsieur Pourret, qui nous appelle depuis l'Allemagne. Oui. Vous êtes à l'antenne. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir à votre part. Merci. Allô? Dans vos émissions. Oui. Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Je m'exprime. Oui, je m'exprime déjà. Allô? Vous êtes à l'antenne. Oui, alors, je disais donc que c'est pour exprimer quelque peu mes appréhensions par rapport à ce qui est récurrent sur vos antennes, la privatisation, le recours vers le privé. Moi, je suis d'avis que, n'est-ce pas, la recherche, au stade actuel de notre développement, la recherche ne peut être délaissée aux mains des privés. Parce que si, par exemple, dans le domaine agricole, on délaisse là aux mains des privés, on risque d'associer, n'est-ce pas, les petits agriculteurs qui n'ont pas de moyens pour se le permettre. L'État, le rôle de l'État doit être ici prépondérant. Parce que nous sommes encore un pays en majorité agricole. Et je suis, votre panéliste qui s'est exprimé quelque peu avant moi a essayé d'aborder ce thème en disant que, en évoquant les dangers. Mais moi, je vois le danger au niveau social.
Parce que dans un pays agricole comme le nôtre, il faut que l'intervention de l'État soit massive et prépondérante. Et même dans les pays occidentaux, la recherche d'abord, on l'a privatisée un peu plus tard. Ça a été privatisé un peu plus tard, après que l'État ait investi. Et même on peut voir ça dans un pays comme l'Allemagne. La plupart des universités sont des universités étatiques. Elles ne sont pas même des centres de recherche, ne sont pas des centres de recherche privés. Et même quand bien même on dit qu'il y a une part de l'État est à 50% maintenant. Donc je crois qu'il faut faire attention à ce niveau-là quand on parle de la privatisation. Je suis d'avis qu'il faut aller petit à petit et il faut, n'est-ce pas, faire appel à l'État à ce niveau-là. Voilà. Merci et bonne continuation. Voilà, merci et bonne continuation aussi. On va prendre notre plan. Vous déclarez votre identité et puis vous intervenez. Monsieur Zeus, depuis l'Angleterre. Allô? Oui, allô, c'est juste. Oui, juste depuis l'Angleterre. Vous êtes à l'antenne. Ah oui, bonsoir à tout le panel, bonsoir au président. Je voulais juste, je ne sais pas si c'est une forme de proposition, mais je pense que le président connaît déjà. Il y a une agriculture qu'on est en train de promouvoir actuellement au niveau de la France, qu'on appelle l'agriculture, la permaculture. Donc, on n'utilise pas les engrais et on utilise moins d'eau. Donc, moi, j'aimerais que, c'était une proposition que j'avais pensé vous faire pour la rencontre de N'Djamena. Mais entre-temps, j'en profite parce que j'ai eu l'occasion. Donc, il faudrait que vous réfléchissiez sur ça. Mais actuellement, il y a aussi un agriculteur français qui est rebelle aussi contre Monsanto, qui produit les semences paysannes qu'on appelle Pascal Pout, je pense, donc P-O-O-T, et qui fait des merveilles. Il plante avec des graines, il plante ces plantations sans avoir à utiliser de l'eau, qu'il pleuve ou pas, mais il y a la récolte qui est là en quantité. Donc, essayez un peu d'aller faire ces recherches et peut-être que vous allez trouver des pistes pour des agriculteurs qui ont des difficultés, avoir l'accès à l'eau, avoir des terrains qui sont arides. Et en plus, je finirai par dire que nous devons aussi exploiter les techniques que nos grands-parents ont utilisées pour labourer la terre. Parce qu'actuellement, l'agriculture industrielle gaspille les terres à vie que la technique que nos grands-parents utilisaient à l'époque. Parce que plus que vous labourez la terre en profondeur, et plus que vous la détruisez en fait. Donc il faudrait faire des recherches sur ça avec vos techniciens, et peut-être que vous trouverez des solutions pour les agriculteurs qui ont moins de finances que les Européens. Merci. Merci infiniment. Alors, Emmanuel, vous prenez rapidement la parole parce qu'on a un peu laissé le temps. En fait, il y a la question de l'auditeur de Consamba, oui, où je voudrais apporter quelques éléments de réponse. Dans la manière de poser sa question, c'était peut-être que les engrais seraient frélatés. Ça, c'était sa manière un peu de s'exprimer. Maintenant, je vais prendre des exemples concrets que j'ai fait en quelques années à plusieurs endroits différents avec la pastèque kaolak. Ici à Douala, j'ai fait 20 tonnes de pastèque kaolak à l'hectare. À Yaoundé, vers Hawaï, j'ai fait 25 tonnes de pastèque kaolak à l'hectare. À Banjul, j'ai fait entre 30-40 tonnes de la même pastèque à l'hectare. Et maintenant, curieusement, à Fumot, qui était la zone en fait au potentiel de l'environnement le plus élevé en matière de pastèque, j'ai fait 8 tonnes et 6 à 8 tonnes de cette pastèque à l'hectare. Et quel est le phénomène justement? Après plusieurs analyses, après plusieurs comparaisons, on s'est rendu compte qu'à Fumot, il y avait deux phénomènes, deux facteurs limitants fondamentaux. Le premier facteur était l'acidification des sols. Prenons justement cet auditeur qui est en Consamba et qui a pris l'habitude peut-être d'utiliser soit l'urée, soit le sulfate d'ammoniac. Au fur et à mesure qu'il utilise ces engrais chimiques et qui n'apportent aucune source de calcium et de magnésium pour abaisser le niveau du pH du sol. À la fin, il va se retrouver en fait
le sol s'étant acidifié, même s'il apporte n'importe quel engrais, ça n'aura aucun effet par rapport à sa production. Et ça, c'est un phénomène dont personne ne prend suffisamment en considération pendant qu'on planifie les cultures. Voilà. Alors, Jean-Pierre, vous avez pris quelques notes tout à l'heure. Non, juste j'abonde pour oui. dire que l'agroécologie, l'agriculture biologique sont des modes de production qui respectent l'environnement et qui permettent justement de s'affranchir de cette chimie de synthèse pour le sol et de permettre au sol donc de restituer toutes ses potentialités pour que la production retrouve vraiment son meilleur rendement. Je crois qu'il faut aller vers ça. L'engrais chimique de synthèse a beaucoup de limites. Le monsieur de... Qui s'appelle pour la France. Oui, pour la permaculture. En réalité, la permaculture, c'est quelque chose qui est développé depuis très longtemps. Les pères de la permaculture sont japonais. Et c'est une culture, à mon avis, qui est probablement intéressante, mais qu'il faut très prudemment la mettre en œuvre par ici, parce que nos conditions agroécologiques sont justement très différentes. La nature est très vive et très riche et très active dans notre environnement par rapport à l'environnement européen où c'est plutôt très lent, très doucement, très soft, avec des saisons découpées, avec une facilité de maîtrise en fait des cultures qu'on ne peut pas transférer ici. Par contre, nous avons un challenge à relever, c'est celui, n'est-ce pas, de l'identification des technologies utilisées par nos parents, nos grands-parents, dans le milieu traditionnel, et de les amener dans nos amphithéâtres, dans nos académies d'agriculture, pour les toiletter et les réenseigner aux étudiants, parce que ce n'est pas la peine d'aller chercher des technologies de production éloignées, alors que les savoirs traditionnels qui étaient adaptés à l'environnement de production africain sont encore là et que nous devons seulement chercher à les enseigner. Nous devons chercher à les maîtriser, à les enseigner pour vulgariser et rester dans quelque chose qui nous parle, quelque chose qui parle à notre environnement culturel, que de se lancer dans des recherches sur des choses qui, certes, sont intéressantes, certes, méritent d'être utilisées, parce que la permaculture mérite d'être utilisée, mais pas de manière religieuse au détriment des technologies traditionnelles que nous avons dans notre environnement. Voilà. Président, on va sortir, on donne la parole certainement pour réagir sur la préoccupation de M. Pohet, qui parle donc de cette permaculture qu'il souhaiterait voir implémentée sur le continent. Bon, je pense que Jean-Pierre a dit, je partage entièrement le point de vue de Jean-Pierre. Nous avons des potentialités qui sont là et que nous n'exploitons pas en tant que telles. Bon, c'est ça qui me désole par moment, parce que nous avons les outils, nous avons les moyens, nous avons l'environnement qui puisse nous permettre d'inventer nous-mêmes dans le domaine de la production agricole, dans le domaine d'une production qui colle un peu à notre réalité, mais nous ne le faisons pas. On est toujours plus tenté à voir ce qui se fait ailleurs, à voir ce que les autres proposent, alors qu'on a un potentiel énorme qu'on n'exploite pas. Donc, j'adhère à la remarque de Jean-Pierre de tout à l'heure. Voilà. On devait poursuivre avec d'autres éléments concernant notre thématique, mais compte tenu du temps imparti, nous n'allons pas aller jusqu'au terme des différentes articulations arrêtées. On devait parler également, on a parlé des calendriers des semis, de la préparation de sol, mais on devait également parler des différents semis pour que les gens comprennent si ce sont des semis à la volée, en ligne, en poké, sous couvert. On espère évidemment, Président, qu'on aura le temps pour revenir sur tout cela. Sur ce thème, je pense qu'on a quand même abordé ce problème de semences. C'est d'actualité, ça c'est le moment. Ça constitue... c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de producteurs qui perdent du sommeil à l'heure actuelle pour n'avoir pas les semences, avec les pluies qui tombent, vous voyez, parce que pour les producteurs, quand la pluie tombe, c'est quelque chose de vachement intéressant.
il y a beaucoup de producteurs qui perdent le sommeil pour n'avoir pas de semences engagées les cultures. On a incité sur cet élément. Bon, jusqu'à quel niveau on apporte un appui à cette multitude de producteurs que je connais et qui manquent de semences? Bon, ça c'est une autre question. Alors, on espère bien évidemment qu'on aura... Jean-Pierre avait promis de me répondre à ma question, il n'a pas répondu. Voilà, les semences biologiques. La semence biologique. Est-ce que c'est possible qu'un agriculteur, en ce début de campagne, choisisse de se lancer dans la culture biologique? Est-ce qu'il aurait suffisamment de semences en termes de quantité et de diversité pour son exploitation? Non, il n'aura pas, parce que pour dire bon, ça c'est de manière générale, hein, pour dire que un produit est biologique, il faut que la semence, au moment du planting, de la mise en place, soit biologique. Maintenant, si elle ne l'est pas, et qu'il n'y a aucun moyen d'avoir une semence biologique, à ce moment-là, l'agriculteur va demander une dérogation à son organisme certificateur en lui expliquant que il a fait telle et telle démarche pour avoir la semence biologique, il n'a pas pu l'avoir, il voudrait utiliser une semence qui ne soit pas biologique. C'est comme ça que ça se passe. Mais maintenant, il faut dire que nous sommes dans un contexte spécial. Nous sommes dans un contexte où nous avons l'agriculture biologique passive dans un village par un acteur producteur biologique qui n'est pas certifié et qui a donc un produit qui est intrinsèquement biologique, mais dont il ne peut pas prouver le caractère biologique parce que ce n'est pas certifié. Et ça, cette situation-là, elle est très, très courante. Et donc, du coup, peut-être que, vu notre contexte, lorsque nous aurons mis en place une réglementation nationale pour l'agriculture biologique, cette réglementation nous permettra d'agréger cette situation-là et de favoriser l'installation des producteurs biologiques qui pourront à ce moment-là s'affranchir de la limite de la semence biologique indisponible en allant vers une semence disponible, même si elle n'est pas biologique certifiée. Donc ça, c'est comme ça que je vois ce problème. Bon, maintenant, ceci dit, ceux qui sont déjà producteurs de produits biologiques au Cameroun ont toujours des semences biologiques à disposition pour leurs collègues où on peut donner, où on peut vendre pour partager la semence. Et quand on donne une semence ou on vend une semence biologique, on l'accompagne d'une facture sur laquelle il est marqué que nous sommes en train de vendre telle semence qui est biologique certifiée par tel organisme en telle année. C'est important de dire cela parce que ce document permet à celui qui a acheté la semence biologique de pouvoir démarrer en ayant de la production biologique dès la première année, sans passer par des périodes de reconversion qui peuvent être longues et qui peuvent décourager un opérateur, surtout lorsqu'il n'y a pas un marché biologique national structuré. Parce que la plupart des producteurs biologiques nationaux vendent sur le marché international parce qu'il n'y a pas de marché structuré. Voilà. Emmanuel? Oui, je voudrais finir en disant que les deux facteurs par rapport à la question sur les engrais de Fumut, c'était donc l'acidification, c'était aussi la rupture des équilibres biologiques dont parle bien Jean-Pierre. Et pour finir, justement, pour rappeler à cet auditeur que même quand on apporte les engrais, ce n'est pas tout. Si le sol n'est pas à un bon niveau, si le facteur environnement, c'est-à-dire l'ensoleillement et autres, n'est pas au top, si la fertilisation, enfin les éléments chimiques disponibles ne sont pas aussi disponibles, même les oligo-éléments, parce que souvent quand on dit engrais, ça veut dire le NPK, alors qu'il y a en dehors du NPK d'autres éléments qu'il faudrait avoir dans le sol, sinon ça devient des facteurs limitants. Si l'entretien même de la culture n'est pas aussi à l'optimum, c'est tous ces ensembles qui font à la fin le rendement d'une culture donnée. Voilà. Merci, messieurs et dames. Président. On est arrivé au terme. Voilà. De ce programme qui est allé au pas de course. On n'a pas vu le temps passer. Voilà, on n'a pas vu le temps passer. On espère bien évidemment qu'on va revenir sur un certain nombre de sujets la prochaine fois. Et peut-être une information sur l'événement que vous préparez, le symposium. Où en est-on avec le symposium? Tout à fait. Je pense qu'on est dans la dernière ligne droite. Le symposium est maintenu pour du 5 au 7. Et puis dans le cadre de ce symposium,
il y a des personnes qui étaient qu'on a envisagé inviter pour les ateliers pour le 14. On a décalé la date. Ces personnes doivent savoir que les ateliers sont maintenus. On est en train de vouloir les programmer pour le 4. Donc pour le 4, donc juste à la veille de l'ouverture du symposium. Parce qu'on a pensé qu'il fallait donner l'opportunité à ces producteurs qui partent de très loin ou qui profitent pour participer aussi à ce symposium. Donc le symposium aura bel et bien lieu et les inscriptions restent encore ouvertes. Merci pour cette information, Président. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous qui avez été donc nombreux ce soir à appeler pour vous informer et surtout apporter des compléments d'information aussi. Merci à la grande équipe technique de production et de réalisation. Madame, Monsieur, bonsoir.